Avez-vous entendu parler de l'extrême centre? En fait, au départ, je me posais deux questions. La première, c'était où est la droite? Où est la gauche? La seconde, c'était qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ultra? Je sais pas pour vous, mais moi j'ai vu apparaître ces mots il y a quelques années déjà, et je suis toujours pas sûr d'avoir vraiment compris cette histoire d'ultra droite et d'ultra gauche. Bon, moi je suis plus jeuneau, mais de toute ma vie j'ai toujours entendu droite et gauche, extrême droite et extrême gauche. Et voilà que surgissent des ultra droites et des ultra gauches. J'ai donc tenté de repérer les moments où les crieurs publics disaient extrême et les moments où ils disaient ultra. Deux cas de figure m'ont frappé. Et je vous propose de me dire si vous pensez qu'il tape juste. Premièrement, extrême devient ultra quand il s'agit non des politiques, mais des citoyens. Et deuxièmement, extrême devient ultra quand il ne s'agit plus seulement d'idées, mais d'actes. En gros, les néo-nazis et les antifas seraient ultra, comme les supporters de foot, car ils sont en acte ce que les autres sont en pensée. Les extrêmes sont présents dans l'hémicycle, les ultras sont présents dans la rue. Il y a apparemment rien à voir entre ceux qui siègent et ceux qui défilent, ce qui en dit long sur la manière de séparer, une fois n'est pas coutume, les politiciens et leur monde des idées, et le bas peuple et leur monde de la violence. En tout cas, c'est la seule réponse que j'ai trouvée. Enfin, le problème principal, ce n'était pas les ultras, mais plus généralement, la droite et la gauche. Le problème, c'est que, aujourd'hui, la droite et la gauche semblent pas le reflet de ce qu'elles étaient depuis un siècle, et désormais, les positions de l'extrême droite sont reprises par la droite, et les positions de gauche sont tenues par l'extrême gauche. Le truc, c'est que, du coup, si vous êtes de droite, vous êtes taxé d'extrême droite, et si vous êtes de gauche, vous êtes taxé d'extrême gauche. Ce qui n'est pas étonnant en soi, mais ce qui permet une stratégie d'exclusion formidable. Parce que l'extrême, c'est mal. Il ne reste plus, lorsque l'on est sain, qu'une seule position possible, le centre. Le problème, c'est que la représentation partagée du centre, c'est une sorte de consensus entre la gauche et la droite. Mais ce n'est pas le cas. Le centre, tel que représenté par un certain président, ce n'est pas une alliance entre la gauche et la droite, c'est, attention les oreilles, un immobilisme de préservation, avec modération, par répression. Bon, la définition fait un peu cake, mais promis, on va détailler tout ça. Comme ce centre prouve chaque jour qu'il n'écoute pas la discordance et qu'il est tenu par la force, on pourrait s'amuser à lui rendre l'appareil en le nommant extrême centre. C'est un postulat, je vous propose de l'éprouver ici. Alors, qu'est-ce qu'à la base l'extrême droite et l'extrême gauche? C'est assez simple en fait. Qu'on soit d'accord ou pas avec elles ont au moins un point commun, ce sont toutes deux des postures dynamiques. Elles parlent de changement. Elles veulent plus de ceci, moins de cela, plus de progrès, plus de conservation, plus d'ouverture, plus de sûreté, etc. Bref, dans les deux cas, et de manière très différente, elles remettent en question le statu quo. Elles affirment que le monde est imparfait et qu'il faut le changer. Pas juste en surface, mais en profondeur. L'extrême centre, lui, est une posture statique. Il refuse tout dynamisme, car le meilleur des mondes est déjà là. Il nous affirme que le système marche, et que si, localement, il crée des problèmes, c'est simplement parce qu'il n'est pas encore assez présent. Il parle de rupture ou de disruption, non pas tant pour cacher son absence de changement, mais pour affirmer son souhait d'arrêter de souhaiter autre chose. La rupture, en fait, c'est la domination. Le but est de laisser faire la situation actuelle, car elle est la meilleure que l'on puisse souhaiter. Toujours plus loin, vers le rien. Alors, évidemment, quand j'ai balancé cette histoire d'extrême centre, je me suis dit que j'étais un génie et que j'allais courir le déposer avant qu'on ne me le pique, mais devinez, il était déjà déposé. Le mot vient alternativement de l'historien Pierre Cernat ou du philosophe Alain Deneau. Sans que je prenne vraiment la peine, je vous l'avoue, de savoir qui était le premier à le formuler, parce que je suis sûr que c'est moi. Malgré tout, je suis bon joueur, et je vais vous en donner une définition, celle de Cernat en l'occurrence. L'extrême centre prône une politique modérée conduite par un exécutif autoritaire. Et ça c'est drôle, parce que lorsqu'il écrit cette phrase,
Paul Cernat est historien, il parle de la Restauration, qui est une période troublée comme chacun sait, hein. Pour ceux dont les cours d'histoire commencent à remonter, la Restauration c'est la période post-révolution française, juste après que le Directoire ait été abattu, que Napoléon arrive au pouvoir, puis que Louis XVIII revienne, enfin bref, c'est une période compliquée. Et alors, que font les hommes au pouvoir durant cette période? Ils mirent au point une stratégie, toute bête, en partant d'un constat très simple. Hein. Les systèmes politiques et les demandes démocratiques devenant trop compliquées à gérer, et ne pouvant satisfaire tout le monde, l'on va tirer sur la bride du cheval, afin de ne plus aller au galop dans une direction, ou au trot dans plusieurs directions, mais au pas, tout droit. En gros, arrêter de chercher à aller quelque part, resserrer les objectifs démocratiques, et paraître plus sage car apaisé, modéré, apte à la concession. En réalité, il s'agit d'une manière de repousser la démocratie au profit de la République, qui devient le symbole de ce qu'il faut défendre, et l'objectif de l'intérêt général. Il faut se battre pour une unité, car l'unité, c'est apartisan. L'unité, c'est modéré. L'unité, c'est beau. Mais si, c'est beau l'unité, arrêtez de soupirer. Du coup, les dirigeants de l'époque se sont dit qu'ils avaient besoin de, en fait, très peu de choses, hein. Une idée et les moyens de maintien de cette idée. L'idée, c'est que révolutionnaire et contre-révolutionnaire, c'est mauvais. D'un côté ou de l'autre, on est dans les extrêmes. C'est donc pas bon, bouh. Ce qui est sage, c'est de savoir se gratter le menton en hochant la tête d'un air grave. C'est ça l'intelligence. C'est celui qui demande de mettre à bas le régime, celui qui demande de restaurer le roi, ou qui demande de guillotiner les traîtres, c'est un méchant. Nous sommes les gentils. Comme on le voit, c'est outrageusement simple, mais cela marche. Ça marche parce que c'est facile à comprendre, et surtout que cela rassure. On a l'impression d'avoir au pouvoir quelqu'un de mesuré, de capable d'écouter. Tout cela est très rassurant. Bon, on a une idée, maintenant, il faut le moyen de son maintien. Et ce moyen, c'est la disqualification de l'opposition. Vu que les extrêmes ce sont les autres, nous pouvons nous permettre d'être autoritaires. Pourquoi? Parce que nous souhaitons que les choses continuent. Nous souhaitons le dialogue, et nous souhaitons la paix. Et cette paix, nous l'obtenons en demandant aux gens de parler, puis en les écoutant pas. Et si d'aventure ils s'en rendent compte et qu'ils se soulèvent, nous pouvons les réprimer, car nous leur avions demandé de parler calmement. Ils ne sont pas mesurés, ils sont violents. Du même coup, l'autoritarisme face aux radicaux ou aux ultra-royalistes est légitime, car je vous le rappelle, nous sommes les gentils. Nous sommes calmes, nous sommes reposés, nous ne souhaitons pas entendre les sabres tintinabulés. Donc, s'il y a des violences, elle est le fait des opposants. Nous sommes trop mesurés. Nous sommes trop à l'écoute pour pouvoir produire autant de violence. C'est pourquoi la forme d'état modéré mais autoritaire de Cernat peut sembler étrange, mais a en fait toute sa pertinence. Vu qu'il y a un gros travail à faire afin que les choses ne changent pas, il faut se donner les moyens de le faire. Et donc, de mettre les oppositions de côté. Ce n'est pas tant parce qu'on est méchant, ce n'est pas du tout parce qu'on est méchant, c'est pour le bien, en fait, des administrés. Pour le moment, ils chouinent, mais lorsque le souverain bien régnera, ils apprendront que nous avions raison. Si vous êtes de mauvais esprit, vous pourriez presque faire un parallèle avec une situation plus actuelle. Une période où un pays a vacillé plusieurs décennies entre des gouvernements de droite et des gouvernements de gauche, qui ne mènent qu'à une suite de collaborations et de demi-décisions avec des dirigeants qui appliquent grosso modo les mêmes politiques mais en prônant le changement, tout en disqualifiant toute remise en question. On n'est pas à une contradiction près. Et on disqualifie les remises en question assez facilement, parce qu'il n'y a pas à se casser. À droite, tant de morts en Allemagne. À gauche, tant de morts en Russie. Je vous balance un plus jamais ça, avec des trémolos dans la voix et un orchestre symphonique, et j'ai exclu toute pensée critique par un bon vieil appel aux heures sombres. Mais, bon, là je disais quoi? Je me perds. Oui, je disais. Tout balance sans cesse, en fait, vers le on ne sait trop quoi, tout en changeant au final, pas tant que ça. Mais, soudain, face à tout ce chaos, toutes ces résistances,
certains trouvèrent une solution qui n'est pas sans rappeler ce qu'on vient de voir sous la Restauration. D'une part, l'idée. On reste sur notre ligne claire du juste milieu. L'extrême gauche, c'est comme l'extrême droite, et inversement, c'est mauvais. Contrairement à ce que ces deux partis de méchants affirment, le monde ne souffre pas du système. C'est le système qui souffre du monde. Et comme nous avons trouvé une manière de faire qui permet à tous de s'améliorer, il faut s'assurer qu'ils puissent s'épanouir avec toute la latitude possible. L'oreille de l'extrême centre est sourde à la critique, car elle travaille sur un projet de bien commun. Mais pas sur une idéologie. Je rappelle que l'idéologue, c'est toujours celui qui ne pense pas comme nous, mais bon, bref. Et lorsqu'on lutte pour le bien commun, pourquoi nous remettrions-nous en question? D'autant que la marche du monde nous donne raison, c'est ainsi depuis plusieurs siècles, et jusque-là, c'est pas l'amertume ou la violence qui ont inventé les avions, l'agriculture, ou le PQ. Dont acte, nous sommes dans un système qui marche, il doit donc se perpétuer. Bon, on a vu l'idée, maintenant, le moyen de son maintien. La violence autoritaire. Pourquoi tolère-t-il cette violence? Parce que, on l'a déjà vu, ils ne sont d'aucune idéologie. Car ils sont gentils, eux. Ils font pas ça pour eux-mêmes, ils font ça pour ceux-là même sur qui ils tapent. Mais bon, l'enseignement, c'est parfois un peu compliqué, et ça nécessite quelques claques, les gens écoutent mieux après. En fait, dans leur tête ignares, ils pensent que la violence en politique, c'est l'arme de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. C'est l'arme des extrêmes, c'est l'arme de tout ce qui est disqualifié. Et comme eux ne sont pas dans l'idéologie, ne sont pas extrêmes, ils ne peuvent pas être violents. Cela ne leur rentre même pas dans la tête, en fait. Ils ne peuvent pas être violents, car ils ne sont d'aucune idéologie. Le violent, c'est celui qui a quelque chose à imposer à des gens, à une population, dont une partie au moins est réfractaire. Le neutre, lui, il n'a rien à imposer. Il amène des principes de bonne volonté et des solutions de bon sens. Les gens qui se font taper dessus, pour lui, ce ne sont pas des ennemis comme ils le seraient d'un régime d'extrême droite ou d'extrême gauche, ce sont des dommages collatéraux. C'est triste, mais c'est nécessaire. Car le projet doit être maintenu. Il est un dommage collatéral, mais c'est pour son bien. Notez la nuance. Pour le moment, il ne l'a pas compris, mais il verra plus tard, et il nous remerciera. Dans un domaine très actuel, l'extrême centre a trouvé sa devise dans le fameux TINA. There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. On n'y peut rien. C'est comme ça. Les tentatives de changement sont toutes terminées en bain de sang, alors reconnaissons au moins que nous allons vers le mieux. Il faut s'y faire. C'est la fameuse binarité de Weber. Éthique de conviction et éthique de responsabilité. L'éthique de conviction étant plutôt la progression, nous allons vers le mieux, ce vers quoi il faut tendre, et l'éthique de responsabilité étant plutôt la conservation. Il faut s'y faire. Ce avec quoi nous devons composer, en fait. Bon, c'est très simplifié, mais c'est l'idée. Dans l'extrême centre, on a toujours le beau rôle. Il n'y a plus ni conviction, ni responsabilité. Ou plutôt, tout cela est dilué. Il y a de la conviction, mais elle dit simplement « il faut que les choses restent comme telles, et cela finira par s'améliorer ». Nous devons faire en sorte que les fondements soient renforcés et réaffirmés, afin qu'advienne ce qui ne pourra pas manquer d'advenir. Et en même temps, il y a une apparence de responsabilité qui, elle, dit nous devons rester campés sur nos principes, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il advienne, car la marche de l'histoire, la marche du politique, nécessite que notre action ne soit en rien entravée. Ni par les haineux, ni par les fainéants. Et c'est là que nous voyons plus clairement comment l'extrême centre voit ses administrés. Comme des gens qui sont soit de bonne ou de mauvaise volonté. Il y a un projet de bon sens, maintenir le statu quo. Tout ce qui s'en éloigne est au mieux de l'ignorance, au pire de l'extrémisme. Et cela crée une confusion totale. Car la droite pense que le centre est à gauche, et la gauche pense que le centre est à droite. Car en racontant n'importe quoi et en balançant des tonnes de phrases vides de sens, on arrive vite à se faire détester par tout le monde en fait. Une des preuves en est la captation du langage et de sa réception dans l'espace public
et donc médiatique. À écouter la droite, c'est la gauche qui contamine le champ avec son politiquement correct et sa bien-pensance. Mais à écouter la gauche, c'est la droite qui donne le ton, en captant les réseaux de diffusion et en instrumentalisant des angoisses. Et ce n'est pas tant que la droite ou la gauche qui possède la diffusion du message, en fait. C'est l'extrême centre. Il s'est tellement bien implanté, lentement mais sûrement, qu'il fait aujourd'hui office de neutre absolu. Office, hein. Il est pas neutre, hein, mais il fait office de... Comme pour les manœuvres politiques dont nous parlions tout à l'heure, il est un et en même temps qui permet de jouer le sage, de jouer celui qui écoute, qui ne brusque pas. Dès que l'on sort un petit peu des clous de ce juste milieu, on se retrouve forcément à défendre la guillotine ou la ratonnade. Et cela se joue vraiment sur des points de détail, hein, des petites pointes de désaccord mises en scène, afin de créer du conflit là où il y a en réalité assez peu de différence. Comme souvent, les États-Unis nous donnent un exemple parfait de la chose. Hein. Chez eux, on a le sens du spectaculaire. Pendant plusieurs décennies, ils ont show must go on, hein, afin de faire croire à tout le monde que les démocrates et les républicains s'opposaient effectivement sur quelque chose. Alors que les différences fondamentales entre leurs candidats étaient à l'image des différences fondamentales entre les candidats français ou les candidats canadiens. Hein. Bien sûr qu'il y a des divergences, et sur des sujets importants, hein, mais jamais sur le statu quo. Le monde est le meilleur des mondes possibles, il se doit d'être préservé. Hors de cela, on peut toujours s'écharper sur des droits ou des impôts. Tant qu'on est sûr que rien ne viendra changer, qu'on gardera les substrats qui nous soutiennent, tout est envisageable. Hein. Au pire, comme on l'a dit plus tôt, on vous écoutera, et puis voilà, on n'en fera rien. On est trop modéré en même temps pour prendre des décisions hâtives. Du coup, laissez-nous réfléchir hein, jusqu'à la fin de notre mandat, et on vous dira ce qu'on en pense. Mais ce n'est pas la seule confusion du message et du propos. Car nous sommes également perdus en termes de vision politique, à gauche comme à droite. Hein. La gauche dit que l'extrême centre est de droite, car l'économie est basée sur des principes ordolibéraux, et que des réfugiés sont enfermés dans des jungles. Ce qui est vrai. La droite dit que l'extrême centre est de gauche, car les échanges comme les personnes se baladent à l'envi, et qu'elle soutient les minorités. Ce qui est vrai aussi. En fait, tout cela est vrai. En même temps. Parce que le principe, pour ceux qui ne l'avaient toujours pas vu, c'est de ne pas avoir de principe. Car l'extrême centre est politisé en essence, mais dépolitisé en existence. Il ne vit que pour sa propre perpétuation. Et la seule chose qu'il est capable de souffrir, ce sont les changements qui lui permettront de se perpétuer. Donc, de ne pas bouger. Personnellement, j'ai déjà entendu quelque part que l'extrême centre, c'était comme marcher sur un tapis de course, en fait. On avance, mais jusque nulle part. Mais j'irais même plus loin en disant que l'extrême centre, c'est comme allumer un tapis de course et sortir de la pièce en espérant que lui-même, il ira quelque part. Pour reboucler sur les questions du début, pour ceux qui se souviennent, il y a environ 6h30, hein, je parlais de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche. Et c'est bien cela qui est amusant. Hein. D'une part parce que si on accepte l'extrême centre tel que proposé par Serna, il avait pour but de lutter contre les ultra-révolutionnaires et les ultra-royalistes. Ultra. Une coïncidence historique, hein, certainement. Mais aussi, car il faut qualifier d'ultra comme les supporters, des gens qui en font trop. Ils en font trop. C'est pour l'extrême centre, vous avez le droit, chez vous, d'avoir des idées. Ce dont vous n'avez pas le droit, par contre, c'est de les mettre en application. Si vous faites suivre votre idée d'acte, alors vous êtes ultra. Et forcément, vu que le principe de la modération et de la prudence ne mène qu'à l'inaction, chaque revendication un peu musclée devient de la violence, devient de l'extrémisme, devient du terrorisme, hein, allons-y. Hein. Et, bien sûr, parfois il l'est, hein. Mais le reste du temps, quand il n'est que manifesté et hurlé, il faut tout de même le disqualifier en le taxant d'ultra, car il vient rompre le ronron du statu quo. Et rien n'est pire pour le centre que de ne pas pouvoir aller nulle part. Après, on pourrait opposer, et à raison, hein, que le dirigeant d'extrême centre prend quand même des décisions, et qu'à ce titre, au moins ponctuellement, il peut être situé. Bien sûr, l'extrême centre tire en réalité des forces de la gauche et de la droite. Il tire de la gauche des forces de liaison, on s'aime tous, on est là pour le progrès, on vous donne des droits, voilà. Et en même temps, il tire de la droite des forces d'union.
on valorise le travail, on respecte nos institutions, on a le sens du devoir. Mais il n'en fait pas grand-chose, en fait, hein, ni des unes ni des autres. Hein. Ou plutôt, il balance. Tantôt mariage pour tous, tantôt privatisation, tantôt mérite, tantôt prison. In fine, tout cela n'est qu'apparat, afin de rallier le maximum d'électeurs possible. Il n'y a rien de plus qu'une vague pétition de principe, hein, car aller plus loin, en se dotant d'un programme, ou en condamnant des pratiques largement partagées, ça lui ferait perdre des voix. Il faut donc, pour qu'un candidat de l'extrême centre soit élu, qu'il vienne de partout, et qu'il aille nulle part. Une marche vers le même. Ou plus simplement, l'immobilité, c'est le mouvement.